Salut et re-bienvenue sur Abysseur. Installe-toi confortablement avec un café, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans 5 des histoires de spéléologie les plus éprouvantes qu'on puisse imaginer. Nous étions le 25 mai 2003, un dimanche ensoleillé, parfait pour l'aventure que Chris Molineux avait prévue avec sa famille. Âgé de 36 ans, Chris se considérait comme un spéléologue aguerri, ayant exploré de nombreuses grottes volcaniques dans l'État de Washington. Une précédente visite dans la célèbre Ape Cave, en compagnie de ses enfants, avait éveillé chez eux une véritable passion pour le monde souterrain. Ce jour-là, il voulait entretenir cette curiosité en les emmenant dans une grotte peu connue, la Ice Ring Cave. La veille au soir, Chris avait soigneusement programmé les coordonnées dans son GPS, trouvé sur un forum spécialisé dans l'exploration de cavernes. Il avait étudié la carte du site en détail, prêtant une attention particulière aux différentes entrées et à la formation glacée qui avait donné son nom à la grotte. Tout semblait parfaitement adapté à une sortie familiale, une courte marche depuis le parking, une exploration tranquille et un retour à la maison avant le dîner. Pourtant, malgré sa préparation minutieuse, Chris allait vivre un véritable cauchemar. Vous allez comprendre pourquoi très bientôt. La famille roulait dans leur vieux monospace sur une piste forestière sinueuse qui grimpait doucement à travers les montagnes. Chris arrêta le véhicule à environ 200 mètres de l'entrée supposée de la grotte selon son GPS. Il prit le matériel essentiel et guida le petit groupe à travers un sentier à peine visible au milieu des pins. Quelques minutes plus tard, ils aperçurent une cavité dans le sol sombre et béante, une doline que Chris prit pour l'entrée de la Ice Ring Cave. Il compara l'ouverture avec la carte, mais un doute s'installa. Le schéma indiquait plusieurs entrées, et il n'était pas certain de reconnaître celle-ci. Malgré tout, le ciel était bleu, les enfants excités, et il avait confiance en son expérience. Il ajusta son casque, alluma sa lampe frontale et vérifia sa sacoche, 2 lampes de secours, des piles neuves et la carte soigneusement pliée. D'un geste machinal, il glissa la clé de la voiture dans sa poche. Un détail en apparence anodin, mais qui allait s'avérer crucial pour le reste de l'histoire. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Chris décida d'entrer seul pour vérifier si ce passage menait bien à la grande salle avec les formations de glace. L'entrée était étroite et l'air devenait plus glacial à chaque pas. Après avoir descendu environ 30 mètres, il se retrouva face à un cul-de-sac. Une seule ouverture latérale, haute d'à peine 45 cm, semblait permettre de continuer. Il sortit son plan à la lumière de la lampe et confirma sa position. L'entrée ouest. S'il ne se trompait pas de l'ail, il suffisait de traverser ce goulot, de suivre un couloir court, et il déboucherait près de l'entrée principale, là où se trouvait la glace. Parfait pour une visite familiale. À 4 pattes, il se faufila à travers la FAO, poussant sa sacoche devant lui. L'autre côté révélait un corridor plus large, s'étendant à gauche et à droite. D'après la carte, l'entrée principale se trouvait à gauche. Il prit donc cette direction avec assurance. Mais le tunnel semblait sans fin. Un peu plus loin, il découvrit un amas de pierres de tombée du plafond, un effondrement absent du plan. Cela l'inquiéta, mais il supposa que la carte n'était plus à jour. Il poursuivit avec précaution, croyant que la sortie n'était plus très loin. À mon avis, ne pas voir un effondrement signalé sur le plan est déjà une raison suffisante pour faire demi-tour. Mais cette petite négligence allait l'amener encore plus près de son cauchemar. Finalement, il tomba sur une ouverture obstruée par des gravats et de la terre. Aucun signe de lumière naturelle, rien ne correspondait au plan. Il regarda sa montre, il était parti depuis bien plus longtemps que ce qu'il avait promis à Michel. Il fit rapidement demi-tour, inquiet pour sa famille. Après plusieurs minutes de marche, il retrouva une autre entrée bloquée, presque identique à la précédente. Un doute le submergea, était-ce la même ? Pour en avoir le cœur net, il traça un X au sol avec son doigt. Il repartit dans l'autre sens, comptant ses pas. Après environ 400, il revit le 10. Un frisson le traversa, il tournait en rond. Il inspira profondément, tentant de garder son calme. Il devait bien y avoir quelque part la faille par laquelle il était entré. Il se mit à tâtonner minutieusement les parois extérieures du couloir circulaire. Le temps semblait filer. Cela faisait plus d'1 heure qu'il était à l'intérieur. Michel devait être morte d'inquiétude. La clé dans sa poche lui semblait maintenant peser des tonnes. Dehors, sa famille était coincée, sans moyen de bouger ni de prévenir les secours. Rien, pas de tunnel, pas de fissure. Il refit le tour, inspectant cette fois les parois intérieures. Toujours rien. Sa lampe faiblissait malgré les piles neuves, l'obscurité se refermait peu à peu sur lui.
Pour ne pas se perdre, il commença à déchirer la carte, laissant des morceaux près de repères. Amas rocheux, forme particulière, entrée obstruée. 3 tours complètes plus tard, toujours aucune trace de la sortie. L'angoisse laissa place à la panique. Il respirait vite, son front ruisselait malgré le froid. Cela faisait déjà 5 heures qu'il errait dans la grotte, toujours en cercle. Le passage étroit lui semblait désormais un souvenir fabriqué. Chaque pierre lui paraissait identique. Épuisé, Chris s'affala sur un rocher. Il essayait de se souvenir. Avait-il tourné à gauche ou à droite après la faille? Impossible de s'en souvenir. 1 heure passa encore, le temps devenait flou, le silence pesait, à peine rompu par ses pas et son souffle saccadé. Cela faisait déjà 6 heures qu'il était pris au piège. C'est alors qu'une nouvelle idée lui traversa l'esprit. Il retourna vers le point d'effondrement, cette fois en rampant, inspectant chaque recoin des murs à ras du sol. À environ 15 mètres de la zone obstruée, il repéra une anomalie dans les ombres. Il s'abaissa encore. Une ouverture, haute de moins de 50 cm, dissimulée par une excroissance rocheuse. Un soulagement intense le submergea, suivi d'un choc. La sortie avait toujours été là. Il avait simplement mal tourné. Il avait bien pris à gauche comme il se le rappelait, mais en faisant presque tout le tour avant de tomber sur le blocage, il en avait conclu, à tort, que la sortie était de l'autre côté. Chris était enfin dehors, mais un nouveau problème l'attendait. Le parking était vide. Michel et les enfants étaient départis. Chris resta debout, seul, dans le silence des montagnes, accablé par le poids de ses erreurs. Il apprit plus tard que Michel, prise de panique face à son absence prolongée, avait dû faire un choix difficile. Elle avait pris les enfants et marché jusqu'à la route. Là, elle avait trouvé une voiture de passage et avait été conduite jusqu'à une station forestière pour appeler les secours. Elle était revenue avec une équipe de sauveteurs. Exactement au moment où Chris sortait de la grotte, son calvaire de 6 heures prenait fin. Et ce qui est curieux, c'est qu'à partir de ce jour, la grotte prit un nouveau nom, la grotte du Minotaure, une référence sombre au labyrinthe qui faillit devenir la tombe de Chris. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé s'il n'était pas entré seul dans la grotte. À votre avis, cela aurait-il été pire ou mieux s'il avait été accompagné de sa famille? Bonjour et bienvenue à nouveau sur Abysseur. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons revivre une histoire d'exploration souterraine qui a très mal tourné. Et bien sûr, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like. Cela m'aide énormément. Le 9 avril 2005, un jeune homme de 20 ans, Richard Harness, encadrait une excursion composée de 12 enfants surexcités, partis découvrir les profondeurs de l'une des grottes les plus connues et les plus dangereuses de la région, la grotte du repère du diable. Richard s'estimait suffisamment expérimenté pour mener cette sortie scolaire à travers les galeries souterraines sous les monts Ozark. Il y était déjà venu, et cette familiarité lui donnait confiance, peut-être un peu trop. Pendant que Richard expliquait les consignes de sécurité, Melissa Jones, une autre accompagnatrice, restait à l'extérieur de la grotte en attente d'un deuxième groupe d'élèves qu'elle guiderait plus tard dans la journée. Dehors, la météo était agréable avec une température d'environ 20 degrés Celsius. À l'intérieur, dans les couloirs de calcaire, il faisait 13 degrés, de façon constante, suffisant pour que le froid s'infiltre progressivement dans le corps au fil du temps. Les enfants, âgés de 8 à 12 ans, débordaient d'impatience en ajustant leur casque et en allumant leur lampe frontale. Aucun d'entre eux n'avait jamais exploré une grotte naturelle. Leur seule expérience souterraine venait de visites touristiques, dans des grottes aménagées avec des sentiers balisés et un éclairage artificiel. Richard transportait un petit sac à dos contenant des petites bouteilles d'eau, des barres de céréales, une trousse de premiers secours et des piles de rechange. Tout semblait prévu pour une sortie de 3 heures maximum. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'en 6 mois, depuis sa dernière venue, il avait pris environ 7 kilos. Un détail qui lui avait paru insignifiant lorsqu'il s'était porté volontaire, mais qui allait s'avérer décisif. À 11h30, le groupe avait déjà franchi une série de galeries horizontales de plus en plus exigeantes. Les enfants, petits et légers, passaient aisément dans les passages étroits où Richard devait retenir sa respiration et tordre son corps pour se faufiler. Chaque obstacle franchi renforçait leur illusion de sécurité. Ils arrivèrent alors à un passage plus délicat, une fente verticale d'environ 25 cm de large et 1,80 m de haut, reliant 2 couloirs horizontaux. À la lumière de sa lampe, Richard distinguait que l'espace de l'autre côté offrait un peu plus de place, juste assez pour ramper à genoux. Il appelait cela une
sale, bien qu'il ne s'agit que d'un couloir légèrement élargi. Richard se souvenait avoir emprunté ce passage lors d'une précédente visite et le jugea accessible. Il décida donc de laisser les enfants passer les premiers, sous sa supervision, avant de les rejoindre. Un par un, ils se glissèrent de côté dans la fente étroite. Leurs corps fins se frottaient contre la roche glacée. Certains se plaignaient en sentant le contact rugueux du calcaire sur leurs côtes. Mais tous réussirent à passer, émergeant dans le tunnel suivant, éclairant le plafond bas avec leurs lampes. Vint le tour de Richard. Il tourna son corps et s'engagea dans la fissure. Dès les premiers centimètres, il remarqua que les parois étaient plus serrées que dans ses souvenirs. Sa poitrine touchait un côté tandis que son dos frottait l'autre. Malgré tout, il insista, rentrant son ventre et poussant en avant. Mais arrivé à mi-chemin, il se retrouva coincé. Le passage se resserrait imperceptiblement, juste assez pour empêcher le passage de ses hanches, légèrement plus large que son torse. En tentant de reculer, il se rendit compte que l'angle l'en empêchait. Il était pris au piège. Coincé, incapable d'avancer ou de reculer, compressé au niveau de la poitrine, Richard fut submergé par une panique totale. Son cœur battait à toute allure, sa respiration devenait difficile. Pire encore, les 12 enfants étaient bloqués de l'autre côté, hors de portée de toute aide à cause de son erreur de jugement. Son propre corps était devenu un obstacle infranchissable. De l'autre côté, la joie initiale des enfants se mua rapidement en terreur. Ils regardaient, stupéfaits, leur guide adulte coincé entre les rochers. Certains restèrent figés. D'autres commencèrent à pleurer en silence. Les plus âgés rampèrent jusqu'à la fente pour tenter de voir Richard. Le spectacle était glaçant. Il était immobile, encastré dans l'étroite faille verticale, incapable de bouger. La sécurité qu'il ressentait en sa présence venait de s'effondrer. S'il ne pouvait pas se sortir de là, qu'il pourrait? Pendant ce temps, à l'extérieur, Melissa Jones consultait sa montre. Il restait plus de 3 heures avant l'heure de retour prévue, fixée à 15 heures. Ignorant totalement le drame en cours, elle profitait du soleil printanier, jetant un œil de temps à autre vers l'entrée de la grotte. À l'intérieur, la première demi-heure fut marquée par des tentatives désespérées de libération. Chaque mouvement de Richard ne faisait que l'enfoncer davantage. Ses hanches agissaient comme une ancre. Les enfants observaient avec une angoisse croissante ses efforts inefficaces. Son souffle se faisait court, les mouvements ralentissaient. Le froid, jusque-là discret, commençait à se faire sentir. Sans mouvement, la chaleur corporelle chutait rapidement. Richard, malgré sa situation critique, parvint à donner des instructions. Il leur demanda de se regrouper pour conserver la chaleur. Mais son propre état se dégradait à vue d'œil. Suspendu dans le vide, ses jambes commençaient à s'engourdir. La circulation sanguine était perturbée. C'était le début d'un syndrome grave appelé syndrome de compression, potentiellement mortel si certaines zones du corps sont privées de sang trop longtemps. Au bout de 2 heures, l'air devenait difficile à respirer. Avec 13 personnes partageant le même espace confiné, la concentration de dioxyde de carbone augmentait. Apparurent alors les premiers signes. Maux de tête, vertiges, nausées. Les corps réagissaient au changement d'atmosphère. Dehors, Melissa n'avait toujours aucun indice de ce qui se passait. Le signal d'alerte ne devait être donné qu'en cas de dépassement horaire. Et ce moment approchait à grands pas. À la 3e heure, certains enfants ne bougeaient plus. Les réserves d'eau étaient presque épuisées. Et la déshydratation accentuait les effets de l'hypothermie. 2 des plus jeunes s'étaient même endormis malgré les tentatives de leurs camarades pour les garder éveillés. Un symptôme alarmant du refroidissement corporel. À 15 heures, Melissa comprit qu'il y avait un problème. Elle alerta immédiatement les gardes du parc qui déclenchèrent une opération de secours. Mais de précieuses heures avaient déjà été perdues, durant lesquelles la situation souterraine empirait dangereusement. Quand les secours parvinrent enfin à localiser le groupe, ils furent sidérés. Richard était toujours coincé dans la faille verticale à bout de force. Les enfants, bloqués de l'autre côté, ne pouvaient être secourus tant qu'il obstruait le passage. Les premières tentatives furent catastrophiques. Gardiens du parc et pompiers locaux, non formés au sauvetage en grotte, commencèrent à frapper la roche à coups de marteau et burin. Chaque coup résonnait dans la grotte, risquant de déstabiliser la structure. L'un des sauveteurs se brisa même la main dans un mauvais geste. La situation demandait autre chose que de la force brute. 2 heures plus tard, une équipe spécialisée du comté de Washington arriva. Elle comprit rapidement que briser la roche serait inutile et risqué. Elle opta pour une intervention directe sur le corps de Richard.
Grâce à des sangles en nylon tubulaire utilisées en escalade, ils créèrent des boucles pour les glisser sous ses bras. Par une manœuvre coordonnée, ils réussirent à le hisser de quelques centimètres vers une section légèrement plus large. Ils découpèrent aussi son jean, qui accentuait la compression. Après 5 heures coincé entre les parois, Richard fut enfin dégagé. Le retour du sang dans les zones comprimées lui provoqua une douleur fulgurante, comme des milliers d'aiguilles transperçant sa peau. Tandis que Richard était extrait, les sauveteurs se ruèrent pour libérer les enfants. Ils commencèrent par les plus affaiblis, les aidant un à un à traverser le même passage. L'équipe spécialisée agissait avec calme et méthode jusqu'à ce que les 12 enfants soient hors de la grotte. À l'extérieur, des équipes médicales attendaient. 2 des plus jeunes furent immédiatement transportés à l'hôpital. Malgré le choc émotionnel, la majorité réagit bien aux soins initiaux et fut envoyée pour des examens. Aucun n'a gardé de séquelles physiques durables. Richard, bien qu'il soit sorti en marchant, sous l'effet de l'adrénaline, conserva des séquelles physiques et mentales importantes. Quant aux enfants, qui avaient vu leur seul guide coincé entre 2 parois de pierre, ils garderaient le traumatisme de cette expérience pour très longtemps. Le 8 janvier 1995, le jour se lève froid et clair sur les monts du Tennessee. Clinton Ferrell, âgé de 25 ans, ne se doute pas que ce dimanche, qui s'annonce ordinaire, va rapidement se transformer en un véritable cauchemar. Lui et un ami avaient entendu des récits racontés par des habitants locaux à propos de la mystérieuse grotte de Cookstown et des objets anciens qu'elle pourrait renfermer. Sans aucune expérience en spéléologie, les 2 jeunes décident de s'y aventurer dans l'espoir de trouver des artefacts qui pourraient peut-être les rendre riches. Mais leur préparation est extrêmement négligente. Ils portent des vêtements du quotidien et des bottes de type western, totalement inadaptés au sol glissant et humide d'une grotte. Pas de casque, ni d'éclairage professionnel, ni le moindre équipement de sécurité qu'un spéléologue expérimenté considérerait comme indispensable. Leur seule source de lumière, de simples lampes de poche achetées dans un magasin de bricolage du coin. L'entrée de la grotte de Cookstown se présentait à eux comme une bouche béante et sombre creusée dans la pente des collines du Tennessee. Façonnée par des milliers d'années d'érosion souterraine, la roche calcaire avait formé un labyrinthe complexe de tunnels, de salles et de passages étroits. Ce qui semblait être une simple ouverture cachait en réalité plusieurs kilomètres de galeries interconnectées qui avaient déjà coûté la vie à d'autres imprudents. Poussés par l'excitation de la jeunesse et leur naïveté, Clinton et son ami s'y engagent avec enthousiasme. Le tunnel principal descendait en pente douce, ce qui donnait une fausse impression de sécurité au départ. Des gouttes d'eau tombèrent du plafond et l'air glacé et humide condensait leur souffle en petits nuages visibles. En avançant, le chemin se rétrécissait, puis montait vers une zone que n'importe quel spéléologue expérimenté aurait immédiatement reconnue comme instable sur le plan géologique. Des traces d'éboulements anciens étaient visibles, pierres détachées, fissures, autant de signes qu'ils ignorèrent complètement. Clinton dut se faufiler dans un passage particulièrement étroit où la galerie, d'abord horizontale, virait brusquement vers le haut. Il dut tordre son corps, sa tête pressée contre une paroi, son torse suivant la courbure naturelle de la roche, tandis que ses jambes restaient encore tendues dans la partie basse du couloir. Une position qui, à première vue, ne semblait pas dangereuse, mais allait se révéler presque fatale. Un énorme bloc de calcaire pesant environ 230 kg était sur le point de se détacher. Lentement déplacé au fil des décennies par les infiltrations, le gel et le dégel successifs, ses points d'appui s'étaient affaiblis. Le simple mouvement de Clinton dans cet espace restreint, en quête d'un éventuel artefact, déclencha ce qui allait suivre. La pierre céda dans un bruit sourd et terrible, semblable à un coup de tonnerre répercuté dans les entrailles de la grotte. La roche s'abattit brutalement, écrasant la tête de Clinton contre la paroi avec une violence extrême. L'impact fut immédiat et le laissa complètement coincé. Tout mouvement risquait de provoquer de nouveaux éboulements ou d'accentuer la pression déjà insoutenable sur son crâne. Son ami, qui le suivait de près, entendit d'abord le bruit de la chute, puis un cri étouffé et désespéré, rapidement englouti par le silence pesant. La scène qui l'attendait le hanterait à jamais. Clinton était coincé, la tête écrasée contre la roche par un bloc de la taille d'un réfrigérateur. Toujours conscient, il ne pouvait bouger sans risquer sa vie. Son ami, poussé par un mélange de panique et de courage, prit alors une décision déchirante, le laisser sur place pour aller chercher de l'aide.
Il refit seul le chemin en sens inverse, dans l'obscurité, à travers le réseau de tunnels, jusqu'à trouver un téléphone et alerter les secours. À l'extérieur, l'alerte déclencha l'une des plus grandes opérations de sauvetage souterrain jamais organisées dans l'État. Les équipes de secours des comtés de Sequatchie et de Hamilton furent mobilisées avec du matériel spécialisé pour les extractions en milieu confiné. Ce n'étaient pas de simples pompiers, ces sauveteurs étaient des experts formés pour intervenir dans les conditions extrêmes des grottes. Leur arrivée sur les lieux révéla l'ampleur du cauchemar. Clinton se trouvait à environ 60 mètres de l'entrée, coincé dans un passage étroit, sous une roche de plus de 200 kg, dans une zone si instable qu'un mauvais geste pouvait provoquer un éboulement fatal. Aucune machine ne pouvant atteindre cette profondeur, le sauvetage devait reposer uniquement sur le savoir-faire humain et des outils manuels. Dans les profondeurs, Clinton luttait pour rester conscient malgré la douleur insupportable et la confusion mentale. Sa position rendait la respiration difficile, tout comme la circulation sanguine. La température constante de la grotte favorisait l'hypothermie. L'équipe de secours travaillait avec une extrême précision pour stabiliser à la fois Clinton et le bloc de pierre. À l'aide d'une technique appelée étaiement, ils installèrent des supports autour du rocher pour éviter tout déplacement supplémentaire. La solution technique fut l'utilisation d'un palan à câble, un dispositif mécanique qui, grâce à des poulies, permet de déplacer de lourdes charges avec finesse. L'appareil fut positionné minutieusement afin d'appliquer la force au bon angle, et ainsi déplacer lentement la roche sans provoquer de chute. Le travail fut lent, périlleux, et chaque geste était surveillé avec une attention maximale. Le moindre signe de mouvement suspect était immédiatement analysé. Les équipes se relayèrent pendant près de 5 heures, travaillant sans relâche. Lorsqu'ils réussirent enfin à dégager la tête de Clinton, leur tâche n'était pourtant pas terminée. Ses blessures étaient sérieuses et tout déplacement mal maîtrisé risquait d'aggraver les dommages au crâne ou à la colonne. Il fut placé sur une civière spéciale conçue pour les évacuations en grotte. Le chemin du retour fut un nouveau défi. Transporter un blessé dans des couloirs étroits demande un soin extrême. Une fois à l'air libre, il restait encore un passage escarpé d'environ 30 mètres jusqu'à la route où attendèrent les ambulances. Grâce à des cordes et des techniques de traction manuelle, les sauveteurs gravirent la pente rocheuse sans compromettre la stabilité du blessé. Tout en haut, un hélicoptère attendait déjà avec des secouristes prêts à l'emmener d'urgence à l'hôpital le plus proche. Après presque 6 heures piégé sous terre et une opération de sauvetage des plus complexes, Clinton fut enfin pris en charge médicalement. À l'hôpital, les médecins découvrirent l'étendue des dégâts causés par le poids de cette masse de calcaire sur son crâne. Mais malgré la gravité du traumatisme, l'espoir subsistait. La résistance de son jeune corps impressionna le personnel médical. L'affaire de la grotte de Cookston devint un cas d'école en matière de sécurité spéléologique dans le Tennessee. Le site fut immédiatement fermé au public et l'opération de sauvetage étudiée en détail. Un exemple des dangers d'une exploration irresponsable et de l'héroïsme des équipes de sauvetage bénévoles. La convalescence de Clinton fut longue et exigea plusieurs mois de rééducation, mais il survécut. Ce jeune chasseur d'artefacts comprit de la manière la plus brutale que l'exploration souterraine nécessite du respect, une bonne préparation et de solides connaissances. Son histoire sert aujourd'hui d'avertissement à tous ceux qui pensent s'aventurer dans des grottes sans être prêts. Au cœur des Philippines, nichée dans la province montagneuse de Bukidnon, s'étend une région aussi magnifique que périlleuse. On raconte que ces terres cacheraient les dernières traces d'un trésor oublié, l'or de Yamashita. Ce butin légendaire aurait été dissimulé par l'armée japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfoui dans les montagnes pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Cette légende a attiré, au fil des décennies, d'innombrables chasseurs de trésors. La plupart sont repartis bredouilles, avec pour seul souvenir des blessures et des pelles brisées. D'autres, eux, ne sont jamais revenus. Le 10 mars 2024, un groupe de 8 hommes a décidé d'affronter ce mystère en face. Ils sont entrés dans une grotte située à Sitiotinago, dans la région de Cabangan à Bukidnon. Leur objectif était clair, trouver les richesses qu'ils pensaient enterrées sous leurs pieds. Parmi eux, Bibo, Ronnie, John et Doy, accompagnés de 4 autres compagnons. Contrairement à d'anciens aventuriers mal équipés et menés par de simples rêves, ils se croyaient bien préparés. Combinaison de protection, outils sophistiqués. Mais un élément essentiel leur faisait défaut, l'expérience. Aucun d'eux n'était spéléologue. Aucun ne comprenait vraiment les dangers d'un environnement souterrain.
Ce dimanche-là, sans formation technique ni autorisation officielle, ils ont pénétré dans la grotte, le visage plein d'espoir. Plus ils avançaient, plus l'air devenait lourd. Le faisceau de leur lampe ne portait guère plus loin que quelques mètres. Derrière eux, l'entrée s'effaçait dans l'obscurité. L'excitation montait au fil de leur progression. Depuis plusieurs semaines, ils étudiaient de vieux plans, recoupaient des annotations désordonnées et des rumeurs murmurées. Tous les indices menaient à ce lieu, une grotte isolée, oubliée, où des soldats auraient, selon les dires, enterré des caisses remplies d'or. Ils en étaient convaincus. Ils commencèrent à creuser immédiatement. Le temps s'écoulait, rythmé uniquement par le grincement du métal sur la pierre. Il faisait froid, mais la sueur perlait sur leur front. Tour à tour, ils creusaient, s'enfonçant toujours davantage, jusqu'à ce que l'un d'eux frappe quelque chose d'étrange. Un son métallique résonna dans la cavité, distinct de celui de la terre ou de la roche. Tous s'arrêtèrent, plus un geste. Leurs cœurs s'accélérèrent, les mains tremblantes, ils se mirent à dégager la terre avec précaution. Centimètre après centimètre, un objet apparut. Une surface métallique rongée par le temps, enfouie depuis des décennies. Une caisse hermétiquement scellée. Des dizaines de pensées leur traversèrent l'esprit. Ils prirent leurs outils pour tenter d'extraire la caisse du sol durci. C'est à ce moment que tout bascula. Un léger sifflement s'échappa du sol fraîchement remué, d'abord imperceptible. Juste un filet de fumée. Puis en quelques secondes, une fumée plus épaisse s'échappa, sombre, dense, avec une odeur étrange et irritante qui brûlait la gorge. Ils reculèrent, les yeux larmoyants, pris d'une toux violente. La panique s'installa. Ce n'était pas une simple fumée, c'était toxique, et ça continuait à se répandre. Ils n'eurent presque pas le temps de réagir. L'odeur acide se propageait, rongeant leurs narines, desséchant leur gorge, asphyxiant leurs poumons. Leur vision devenait floue. En un instant, le chemin vers la richesse s'était transformé en piège mortel. Certains tentèrent de fuir, les mains couvrant leur visage, haletants, d'autres lâchèrent leurs outils, les corps affaiblis, les gestes lents. Ce gaz invisible et inodore était du monoxyde de carbone, un tueur silencieux. Mais ils ne le savaient pas encore. Ronnie fut le premier à tomber. Il avançait, les yeux fixés sur la sortie, quand ses jambes cédèrent. Il s'écroula brutalement, suffocant, les mains agrippées à son cou, tentant désespérément d'inspirer de l'air. Bibo titubait quelques mètres plus loin, les mains cherchant les parois. Lui aussi s'affaiblissait. Sa respiration devenait erratique, puis il s'écroula de côté, toussant jusqu'à perdre conscience, les doigts crispés sur la pierre avant de s'immobiliser. John et Doyle n'étaient là pas loin. Leurs silhouettes vacillaient dans le brouillard épais. John tomba à genoux, les mains au sol, vomissant avec violence. Il luttait pour respirer, tenta de ramper, mais son corps ne répondait plus. Il s'effondra, face contre terre. Doyle fut le dernier. Il avait presque rejoint Bibo, presque réussi à le tirer en arrière, mais ses jambes se figèrent. Étourdi, le torse serré, la vue s'assombrissant, il toussait à s'en déchirer les poumons. Dans un dernier souffle tremblant, il glissa lentement contre la paroi. Quelques mètres les séparèrent de la sortie, mais c'était déjà trop tard. À l'extérieur, les 4 autres avaient réussi à s'enfuir. Ils titubèrent hors de la grotte, toussant, vomissant, le teint livide. Ils s'effondrèrent parmi les rochers, haletants, tremblant sous le choc et l'épuisement. Chaque respiration leur déchirait la poitrine, comme si leurs poumons tentaient encore de se purger du poison. Ils avaient survécu, de justesse. Mais 4 d'entre eux étaient restés. Ronnie, Bibo, John et Doyle se trouvaient toujours à l'intérieur, pris dans le nuage toxique. La nouvelle se propagea rapidement. Dès la nuit tombée, les secours et les autorités étaient sur place. Un problème majeur se posait, personne ne pouvait entrer. La grotte était saturée de monoxyde de carbone, un danger mortel. Même les sauveteurs expérimentés n'étaient pas en sécurité. La protection civile locale évalua les risques. Le moindre faux pas pouvait coûter des vies. Équipés de bouteilles d'oxygène, les secouristes commencèrent la descente. Plus ils progressaient, plus l'air devenait irrespirable. Le poison invisible semblait imprégner chaque recoin. Il fallut des heures pour atteindre les hommes. La scène qui s'offrit à eux fut bouleversante. Les 4 gisaient, figés dans leurs ultimes gestes de survie. Certains allongés au milieu du passage, les bras tendus vers la sortie. D'autres affalés là où la force les avait quittés. Leurs visages portaient une étrange sérénité, comme s'ils s'étaient endormis avant que la peur ne les submerge. Les corps furent remontés avec précaution. À la surface, les familles attendaient en larmes.
Les autorités, impuissantes, baissèrent les yeux. La grotte qui promettait la richesse n'avait livré que le deuil. Les enquêteurs cherchèrent à comprendre l'origine du gaz. Certains pensaient qu'ils avaient activé un ancien piège de guerre conçu pour libérer du poison. D'autres évoquaient une émanation naturelle de monoxyde de carbone accumulée pendant des décennies à cause de la décomposition de matière organique. Quelle qu'en soit la cause, les conséquences furent dramatiques. Les survivants furent hospitalisés pour intoxication sévère au monoxyde de carbone. L'un d'eux, la voix à peine audible, déclara plus tard « C'est allé si vite, on creusait, et puis tout est devenu noir ». Les autorités rappelèrent avec insistance que l'exploration illégale de grottes est interdite et extrêmement dangereuse. Poursuivre des légendes peut coûter des vies. Malgré cela, le mythe de l'or de Yamashita persiste. Certains croient encore que les hommes avaient trouvé quelque chose avant que le gaz ne les emporte. Et certains sont prêts à y retourner. Les grottes de Bukidnon restent intactes. Le passage où les hommes ont chuté est aujourd'hui un lieu de silence. Mais les récits qui les ont menés là continuent de se transmettre. Et quelque part, à cet instant même, d'autres se préparent à descendre, convaincus de réussir là où tant d'autres ont échoué. Mais la Terre n'oublie pas. Et elle ne livre pas ses secrets sans résistance. Le 7 octobre 2022 avait commencé comme une journée ordinaire dans les collines boisées du Dakota du Sud. 3 spéléologues se tenaient devant une entrée discrète de la Mystic Cave, un réseau souterrain encore peu documenté, niché sur un terrain privé. Parmi eux se trouvait un spéléologue aguerri. Son nom n'a pas été communiqué dans la source où j'ai trouvé cette histoire pour vous, mais il était décrit comme grand, mince et endurci par des années de pratique dans les escalades et les passages exigus. Il vérifia sa lampe frontale, testa ses piles et passa en revue le matériel de cartographie. Ses compagnons, eux aussi expérimentés, portaient des sacs à dos légers contenant de l'eau, des barres énergétiques et quelques instruments topographiques supplémentaires. L'objectif de la journée était d'explorer et cartographier un nouveau passage récemment dégagé, situé dans la partie la plus reculée de la grotte. Ils pénétrèrent dans la Mystic Cave vers 9 h du matin. Le début du parcours était relativement confortable, avec des galeries larges et suffisamment hautes pour marcher debout, mais cela changea rapidement. Ils se retrouvèrent bientôt à ramper dans des tunnels si étroits que leur corps touchait le sol à chaque mouvement. Après environ 40 minutes de progression, ils atteignirent ce qui était jusque-là considéré comme le point le plus éloigné accessible. Une petite salle dont le plafond était si bas qu'il fallait constamment rester courbé. Dans un coin, presque invisible, à l'œil non averti, une ouverture révélait des traces d'excavation récentes. Lors de précédentes explorations, ce point avait été élargi à la main, creusé juste assez pour laisser passer un corps humain. Au-delà, le territoire était encore vierge de toute cartographie. Notre spéléologue, expérimenté, se proposa d'y aller en premier. Bien que sa grande taille représentât un désavantage évident dans des passages si étroits, il maîtrisait parfaitement les techniques nécessaires pour se faufiler là où la plupart n'oseraient même pas s'engager. Tranquillement, il inspecta l'ouverture avec sa lampe frontale, ôta son casque qu'il posa à côté. Le passage mesurait au plus entre 23 et 25 cm de haut, avec un virage serré à droite presque dès l'entrée. Il s'allongea et entama lentement le processus d'infiltration dans la fissure. Le contact du rocher froid contre sa poitrine et son dos lui fit perdre sa chaleur corporelle presque instantanément. Il n'y avait aucun espace pour lever la tête. La seule manière de voir était de tourner légèrement le cou, ce qui devenait vite inconfortable. Après avoir progressé sur près de 2 mètres, il rencontra le premier véritable obstacle, un virage à angle droit. Il fallait coordonner chaque mouvement avec précision. Chaque centimètre gagné faisait frotter ses vêtements contre les parois, une résistance qu'il ne pouvait surmonter qu'en forçant physiquement. À peine cette première courbe passée, une autre se présenta, dans le sens opposé cette fois, formant une sorte de S, la véritable épreuve de cette expédition. Malgré cela, il continua, adaptant son corps aux exigences du boyau. À la deuxième courbe, la difficulté se corsa. Une fois celle-ci franchie, le tunnel remontait brusquement vers une petite cavité où il pouvait enfin s'asseoir.
Cette découverte lui apporta un bref soulagement. Il venait de pénétrer dans une zone encore inconnue, possiblement précieuse pour la cartographie du site. Il respira profondément, profitant de l'espace, avant de réfléchir au chemin du retour. Il allait devoir redescendre la pente, la tête la première, puis franchir à nouveau le passage en S, mais cette fois en sens inverse. Les ennuis commencèrent dès qu'il se positionna pour repartir. En tentant de redescendre, il se rendit compte que l'angle d'approche était bien plus compliqué depuis ce côté. Son corps, qui s'était naturellement plié pour entrer, résistait désormais aux torsions nécessaires pour ressortir. Ses jambes, surtout, ne parvenaient pas à reproduire les mouvements que ses bras et épaules avaient exécutés plus tôt. Après environ 15 minutes d'effort, il reçut le premier signal d'alerte sérieux. Il ne parvenait plus à faire passer ses jambes à travers la deuxième courbe. Il essaya plusieurs positions, sans succès. Chaque tentative infructueuse vidait ses forces et accélérait son rythme cardiaque, rendant sa respiration de plus en plus saccadée dans cet espace minuscule. Il avait l'impression que le tunnel se refermait sur lui, même s'il savait que ce n'était qu'une sensation. Ses compagnons, restés dans la petite cavité de l'autre côté, commencèrent à s'inquiéter. Il pouvait à peine atteindre ses mains tendues. Ils essayèrent de le tirer pendant qu'il poussait avec ses jambes, mais l'angle du passage jouait contre eux. Après une heure de tentatives vaines, la gravité de la situation devint évidente. Il était complètement coincé, incapable de bouger de plus de 50 cm dans un sens comme dans l'autre. La position était extrêmement inconfortable. La température, autrefois agréable, menaçait désormais sa santé. Sans pouvoir bouger pour générer de la chaleur et en contact direct avec la roche glacée, le risque d'hypothermie devenait très réel. Après 2 heures, ses compagnons prirent la difficile décision d'aller chercher de l'aide. L'un d'eux resta avec lui tandis que l'autre entreprit le retour vers la surface, une marche d'environ 40 minutes pour alerter les secours. Vous pouvez imaginer que rester des heures ainsi, bloqué dans l'obscurité, était bien plus terrifiant encore que la douleur physique. Le temps semblait figé. 4 heures après qu'il se soit retrouvé piégé, les premiers secouristes arrivèrent, des spécialistes locaux du groupe Paasapa Grotto, formés au sauvetage en milieu souterrain. Ils apportèrent de la nourriture, de l'eau, des poches de chaleur, un fil de communication vers la surface et surtout des outils pour élargir le tunnel. Le sauvetage fut une épreuve dès les premières minutes. Même les plus petits des sauveteurs parvenaient à peine à atteindre sa tête et une main. La perceuse à percussion, leur outil principal, ne pouvait être utilisée que dans des positions très inconfortables, ce qui en limitait l'efficacité. Chaque fragment de roche arraché représentait une petite victoire, mesurée en centimètres. Conscients des signes d'hypothermie avancée, les secouristes intensifièrent leurs efforts. Ils envoyèrent davantage de poches chauffantes et couvrirent les parties du corps accessibles avec des couvertures de survie. Pendant toute la nuit, les équipes se relayèrent pour continuer à percer. Le vacarme dans cet espace exigu était assourdissant et la poussière de roche irritait ses yeux et ses poumons. Mais chaque gravier enlevé rapprochait un peu plus de la libération. Vers la 15e heure de sauvetage, ils avaient enfin dégagé assez de place pour lui permettre de plier légèrement les genoux, un changement de position, son premier en plus de 12 heures. Ce petit progrès raviva son espoir. Aux alentours de 6 heures du matin le 8 octobre, après 18 heures d'immobilité totale, l'effort final fut le bon. Tiré par des sangles, il sentit son corps glisser à travers le passage élargi. Dans la petite salle, juste après l'endroit où il était resté coincé, il fut immédiatement enveloppé dans des couvertures thermiques et reçut des boissons chaudes. Malgré tout, il ne souffrait d'aucune blessure grave. Le retour vers la sortie prit 2 fois plus de temps qu'à l'aller. Lorsqu'il émergea enfin à la lumière du jour, il savait qu'il ne verrait plus jamais les passages étroits de la même manière. Ce qui autrefois n'était qu'un défi technique devenait désormais un danger à considérer avec un respect absolu. Si cette histoire vous a captivé, attendez de découvrir celle qui s'affiche maintenant à l'écran, où une aventure apparemment aussi simple a tourné bien plus mal encore. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé, cela m'aide énormément.
Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.